Bonjour à tous, au sommaire de ce 28 novembre, retour sur les complémentaires. En plateau, on reçoit le municipal élu Harold Giorgio Michello. Puis on glisse sur une page hivernale avec l'ouverture des pistes de ski. Jean-Sébastien Lacroix nous dévoile les activités de cette saison. On terminera avec du uni-hockey, mais aussi retour sur l'actualité avec des nouvelles lignes de bus nocturnes et l'inauguration de la nouvelle école de Saint-Sergue. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Harold, c'est Giorgio Michello qui remporte l'élection complémentaire à la municipalité pour remplacer le démissionnaire socialiste Cédric Echenard. Le PLR a devancé son concurrent Philippe Blazer de 160 voix et fait basculer la majorité à droite. Retour sur ce dimanche d'élection avec les réactions à l'issue du vote. Évidemment, un peu déçu parce que j'ai l'impression que je ne suis pas parvenu, enfin c'est plus qu'une impression, je ne suis pas parvenu à maintenir ce siège à la gauche à la municipalité. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de déception. C'est la récupération de la majorité à la municipalité, bien sûr. Je ne dirais pas que c'est une revanche personnelle puisque je n'étais pas élu il y a 2 ans dans cette situation-là. Je pense qu'il y a eu une mobilisation énorme du côté du PLR de Rolle pour porter cette candidature et j'avoue que c'est vraiment quelque chose que je trouve formidable et c'est aussi de bon augure pour l'année prochaine. Nous, c'est presque ce qu'on souhaitait à la limite, c'est que la décision soit vraiment nette. Elle l'est, et tant mieux. Je pense que là, les Rollois, ils ont choisi, les Rolloises, ils ont choisi un candidat de droite, un Rollois, qui plus est, un jeune, 46 ans, par rapport à M. Blazer, qui a 20 ans de plus. Ça a dû compter certainement. On reprend la majorité, on a une personne de qualité à la municipalité qui ne pratique pas la langue de bois, donc moi je suis le plus heureux des hommes ce dimanche. Perdre cette majorité du côté de la municipalité pour la gauche, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Il va falloir pour la droite assumer les responsabilités qu'elle a de nouveau, disons en ayant la majorité au Conseil. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques divergences ces derniers temps sur la question notamment du relèvement éventuel du taux d'imposition. Donc on verra si cette nouvelle majorité les incite à se montrer plus raisonnables, j'ai envie de dire, ou bien s'ils continuent à suivre la voie qui était la leur jusqu'à maintenant. On va garder le dialogue, on va établir ce dialogue avec un municipal, comme on l'a avec d'autres, et on va cultiver ce dialogue pour chercher des bonnes pistes pour sortir de notre ornière. J'aimerais à cet égard faire un appel au canton parce que nous avons un problème qui vient du canton. Et j'ose espérer que la Cour des comptes jettera maintenant un œil aigu sur la situation rolloise pour faire débloquer la situation. Est-ce que ce ne serait pas finalement plus facile, sachant qu'un PLR rejoint la municipalité, de faire augmenter ce taux d'imposition ? Difficile de répondre à cette question-là. Ils vont clairement devoir assumer leurs responsabilités. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne suis pas sûr que, électoralement parlant, ils sont prêts à aller dans ce sens-là. Certainement pas. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais maintenant, la suite, l'avenir nous dira comment ça va se passer. Il y a trop d'inconnus aujourd'hui, je crois, pour être vraiment sûr de ce qui va se passer. Monsieur Michello Giorgio, élu nouveau municipal à Rolle dans un contexte économique difficile, est-ce que vous avez un conseil à lui donner ? Bonne chance, ça c'est sûr, mais je sais qu'il le fera avec la plus grande précision, qui va être la personne qu'il faut. Puis maintenant surtout, ils vont pouvoir être 3 à parler, donc c'est à eux de faire le travail maintenant. Les Rolloises et les Rollois ont choisi un employé de banque. Et pour résoudre la crise financière rolloise, je lui souhaite bienvenue. Je n'irai pas jusqu'à dire bienvenue en enfer, comme l'a dit Denis Jacquet l'autre soir au Conseil, mais bienvenue tout de même. D'être humain avant tout, d'être préoccupé par l'emploi, de ne pas sabrer mécaniquement dans des budgets pour les personnes âgées, par exemple. Voilà. De maintenir finalement ce qui fait le bien vivre à Rolle, ce qui fait l'harmonie de notre ville. Et le futur municipal qui a entendu ses réactions avec attention sur le plateau avec nous, Giorgio Michello, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous l'avez entendu, donc vous avez l'habitude de l'entendre, je crois. Bienvenue en enfer. Merci, si on peut le dire. Ça vous parle ? Qu'est-ce que vous prenez ? La bonne chance, le bienvenu en enfer ? Qu'est-ce que vous gardez ? Je pense qu'on prend tout aujourd'hui. On prend tout. Connaissant bien la situation dans laquelle je m'engage, je pense que tous les adjectifs sont bons.
Vous prenez vos fonctions début d'année, au 1er janvier, on ne sait pas exactement quand, on le saura d'ici quelques moments, mais on l'a entendu, un contexte économique difficile, beaucoup d'attentes du côté de vos camarades. Comment vous vivez finalement cette pression ? Je ne pourrais pas dire sereinement, c'est clair. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup depuis plusieurs années maintenant. Engagé dans la commission des finances, dans la commission de gestion, donc je connais bien cette problématique. C'est clair qu'aujourd'hui, le poids de la responsabilité fait qu'on y pense encore plus. À l'annonce du résultat, vous avez l'air heureux à ce moment-là. Qu'est-ce que vous vous dites ? Surpris. C'est une grande surprise. C'était une candidature de combat à la base pour nous. C'était un siège qui était dévolu à la gauche. Je m'étais clairement positionné comme outsider. On connaît bien la force de mobilisation de l'autre côté de l'échiquier. Donc oui, surpris par l'écart aussi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus serré. Donc voilà, une grande surprise, c'est vrai, dimanche. Du côté gauche-droite, justement, un gros enjeu, vous l'avez dit aujourd'hui. Quels seront vos plans d'action ? Je pense d'abord qu'il faudra voir comment va s'organiser cette nouvelle municipalité. Et puis ensuite, pouvoir insulfer peut-être une manière de travailler un petit peu différente, de rapidement pouvoir rentrer en matière avec le canton et pouvoir mettre sur la table la problématique qui est la nôtre. La problématique, le nerf de la guerre plutôt, c'est ce taux d'imposition. Vous prenez une manière de travailler différente, par exemple. Quels seront vos plans d'action? Ou est-ce que vous comptez peut-être couper? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je pense d'abord qu'il faut poursuivre sur cette discussion qui a été déjà engagée avec les autorités cantonales. Comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire lors de la campagne, notre groupe politique a fait un très gros travail d'analyse sur cette péréquation financière qui aujourd'hui nous plombe. Nous avons la chance d'avoir des membres dans la commission des finances et dans notre groupe qui maîtrisent ce sujet. Ces chiffres ont été présentés à différents services de l'État. Certains les admettent, d'autres pas. Aujourd'hui, c'est de faire admettre à l'ensemble du Conseil d'État quelle est cette problématique que Roll subit, les effets de bord en plein de cette péréquation financière avec une hausse inexorable de la facture sociale. À titre d'exemple, si aujourd'hui nous accueillons un gros contribuable dans notre commune, nous serions d'autant plus pénalisés car nous payerons encore plus en fait de factures sociales sur les entrées. Des mesures compensatoires ont été prévues pour les communes en difficulté. Aujourd'hui, si nous acceptons ces mesures compensatoires, nous allons payer plus que ce que nous allons recevoir. Denis Jacquet, justement, le syndic nous disait en plateau la semaine dernière qu'aujourd'hui, la question c'est de savoir à quel niveau augmenter son plafond d'endettement. Votre avis, c'est lequel ? Écoutez, le plafond d'endettement a été fixé en début de législature, on s'y approche méchamment. Ce plafond d'endettement est fixé tout d'abord sur la capacité fiscale de la commune. On voit que notre capacité diminue ces dernières années. Une marge d'autofinancement négative à environ 6 millions. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est clair que la première question à se poser, est-ce qu'on augmente ce plafond d'endettement ? On arrive gentiment en butée de ce plafond, donc le Conseil d'État devra se prononcer aussi. C'est lui qui va devoir, en fin de compte, permettre ou pas l'augmentation de ce plafond d'endettement. Pour revenir à la situation et plutôt au Conseil, jusqu'ici, la droite dont vous faites partie a toujours refusé l'augmentation des impôts. Cette année, un refus de 4 points. L'année dernière, le refus de 8 points d'impôts. Une augmentation voulue par la municipalité. Aujourd'hui, du coup, comment maintenir vos convictions et finalement respecter la collégialité ? On s'est toujours positionné par rapport à une hausse ou pas, ou une modification de notre fiscalité en disant une modification de notre fiscalité peut être acceptable pour autant que toutes les pistes en amont aient été exploitées. Jusqu'ici, notre groupe politique, mon groupe politique, a estimé que ce n'était pas le cas, d'où à chaque fois le refus qui est arrivé dès que la question a été posée. Donc la première des choses à faire pour nous aujourd'hui, au niveau de notre nouvelle municipalité, c'est vraiment d'aller au fond de ces pistes qui s'ouvrent devant nous, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient populaires ou qu'elles soient simplement dans la négociation avec le Conseil d'État. Mais à la fin, j'ai envie de dire presque déjà de la législature, à la fin, tout au bout, qu'est-ce que vous espérez pour Roll ? Qu'est-ce qu'on espère pour Roll ? En fin de compte, c'est qu'on ait une fiscalité qui corresponde à nos besoins, en fin de compte. Nous ne remettons pas en cause le principe de la péréquation financière. C'est un système qui est juste et qui est sain. Maintenant, on voit que ce système a atteint ses limites. La Cour des comptes l'a relevé. La Cour des comptes est attentive sur la situation relloise, on sait qu'elle va s'y pencher. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment d'exploiter toutes ces pistes. Et si, à la fin, en ayant explorer toutes ces pistes, nous devrons passer par une hausse de la fiscalité. Nous sommes responsables et nous y passerons.
Mais j'imagine que pour vous, c'est quand même une situation difficile. Votre groupe qui vous soutient, jusqu'ici un refus de ce taux d'imposition, aujourd'hui arrivé à la municipalité qui a une autre vision, une vision complètement différente. Où est-ce que vous vous situez? Comment vous allez faire? Comment être collégial finalement alors que votre groupe demande le contraire de la municipalité? Je pense que le premier intérêt de tous, c'est les intérêts relois, le bien relois. Et il me semble que si les négociations que nous espérons qu'elles vont aboutir avec le canton, en fin de compte, ce sera un bénéfice pour tous les Reloises et les Relois. Giorgio Michello, merci d'avoir été avec nous. Bonne suite à vous. À noter qu'à Pérois, l'élection de dimanche n'a pas suffi à départager Mathieu Henry et Françoise Durafour. Les deux candidats sont dans la course pour le second tour des élections complémentaires. À Duy, l'électorat a choisi Claude Molteni avec 80 voix. Du côté de Coppet, Thomas Marchand s'est adjugé 446 des 561 bulletins valables et remplacera ainsi Isabelle Naville. Et enfin, à Coinzin, pas de surprise, Laurent Bardet, seul candidat déclaré, a obtenu la majorité absolue. Il reprendra donc le siège vacant par Michel Magnin. Saint-Sergue inaugure sa nouvelle école ce samedi 30 novembre dès 11h. Doté d'une UAPE, cet établissement fait partie du réseau d'établissements primaires et secondaires de Genelier et environ toutes les explications en compagnie du syndic Pierre Grabert, mais aussi du directeur de l'EPSGE, Simon Laguerre. Alors, c'est une école qui contient 8 salles de classe, une salle de dégagement, une UAPE et qui a été construite normalement pour le programme Armos 1 à 4, qui est devenu au fil du temps Armos 1 à 6 à cause du manque de construction de l'établissement de Arzier-le-Muy. Alors voilà, on va y revenir sur ce manque de construction, ce manque de classe. Vous êtes, vous, le directeur de l'ESPGE, si je le dis bien. Comment ça se passe justement de gérer un établissement finalement éclaté sur plusieurs communes ? Ça se passe bien évidemment parce qu'on a les communes avec nous, on a l'association intercommunale qui aide à accompagner tout ce qui est organisation et gestion du périscolaire et des transports des élèves. C'est vrai que l'établissement primaire et secondaire de Genelier et environ, donc l'acronyme c'est EPSGE, contient 9 bâtiments sur les 5 communes qui constituent notre bassin de recrutement qui se trouvent sur la ligne du Nyon-Saint-Sergue. C'est en fait notre colonne vertébrale et c'est ce qui véhicule la plupart de nos élèves. Alors 5 communes, 5 syndics aussi, il faut s'entendre parce qu'on le rappelle, les écoles enfantines, c'est au niveau communal que ça se règle, notamment la construction, d'où ce problème que vous évoquiez avec pour l'instant la non-construction de l'école d'Arzier, ce qui fait que cette école qui devait être construite pour le futur, on est déjà à l'étroit dans les murs. Alors voilà, tout à fait. Malheureusement, on est un petit peu à l'étroit et je crois que on avait prévu une zone tampon pour le futur et malheureusement cette zone tampon pour le futur elle est inexistante à l'heure actuelle et on va devoir recycler probablement l'ancienne école de Saint-Sergue. Voilà, parce que cette école devait remplacer 2 écoles, donc une école qui est juste en face d'ailleurs de ce bâtiment. Pour finir, vous allez la rénover, c'est un coût pour la commune, mais finalement est-ce que c'est pas bon pour le futur parce que Saint-Sergue est en plein développement, les environs sont en plein développement, de toute façon vous auriez eu besoin de ces classes. Alors peut-être que oui, à condition si le fait d'héberger ces 2 années supplémentaires nous oblige à avoir plus de salles de classe. Et c'est vrai que la commune de Saint-Sergue est en plein développement. Ça fait quelques années qu'on a une centaine d'habitants qui viennent habiter Saint-Sergue par année en plus. Donc ça a une répercussion sur le nombre d'enfants à enclasser, tout à fait. L'école, c'est la vie, c'est l'école de la vie, mais c'est aussi la vie à l'intérieur des communes. Comment vous le sentez, vous qui supervisez plusieurs sites? Est-ce que c'est tellement important d'avoir justement ces jeunes qui vivent, qui font vivre les communes grâce à leurs écoles? Mais pour moi, c'est fondamental, c'est juste essentiel. On doit jouer avec cette double organisation qui consiste à dire l'EPSGE est un établissement et on doit avoir de la cohérence entre les 5 communes en termes d'organisation et en même temps le souhait d'être en proximité des communes et des villages et du fonctionnement du village. Donc c'est ça l'enjeu en fait finalement, c'est d'arriver à faire une école à taille humaine qui soit insérée dans le village, mais en même temps qui respecte une organisation plus globale qui constitue l'organisation de l'école vaudoise. Donc c'est là l'enjeu.
enjeux, mais c'est des enjeux qui sont évidemment discutés régulièrement avec l'association intercommunale ou les municipalités en direct. Nous, au niveau politique, on est ravis d'avoir des jeunes enfants au village et je crois que les parents sont ravis d'avoir les enfants de Armos 1 à 6 au village et que les plus jeunes n'aient pas l'obligation de prendre le train pour aller par exemple à l'école du Muy. Donc je crois que pour l'instant, tout le monde est content. Ben voilà, et puis tout le monde est content et on va fêter ça, cette nouvelle école. Ce sera ce samedi, la fête débute dès 11h. Exactement, elle débute dès 11h avec un petit programme qui a été mis en place, une partie officielle jusqu'à midi. Et puis durant l'après-midi, les personnes, population et invités pourront visiter l'école. Il y aura 3 ateliers différents qui présentent les activités essentielles qui se font ou les enjeux essentiels de l'école qui se font à l'heure actuelle. Il y aura 2 activités sur le numérique et puis une activité plus liée à la créativité au sein de l'établissement avec des ateliers animés par les enfants et les maîtres qui présenteront les différentes modalités de travail qui se font à l'heure actuelle dans les classes. Région de Nyon propose des bus nocturnes dès le 15 décembre, une offre de transport développée dans le cadre de sa campagne Bien accompagnée jusqu'au milieu de la nuit lancée ce lundi. En plus de ces 15 nouvelles lignes de bus nocturnes, l'offre de transport public sera complétée par 20 nouvelles courses diurnes supplémentaires, des courses régionales et transfrontalières. Alors l'objectif de ces 15 lignes nocturnes, c'est déjà d'avoir un horaire. Donc ça permet aux gens qui vont au spectacle à Lausanne ou à Genève de planifier leur retour avec des lignes qui ont des horaires bien définis. Et ça n'existait pas dans le passé, jusqu'à 2 heures du matin. Pour l'instant, c'est dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Mais les jeunes aimeraient bien que dans le futur, ce soit aussi étendu, par exemple, au jeudi soir. 15 lignes de bus nocturnes, mais aussi 20 lignes de bus diurnes, dont une ligne transfrontalière qui permettra de ramener les gens de Divonne aux heures de pointe aux gares du district. Alors, il y a une ligne qui est très, très attendue, qui est réclamée depuis plusieurs années. C'est la ligne transfrontalière qui fait Gex-Divonne-Nyon. Avant, c'était la 814 qui faisait cet office. Donc, les personnes les frontaliers qui venaient travailler à Nyon devaient faire Gex, Divonne, Coppet et prendre le train à Coppet pour aller sur Nyon. Dorénavant, ils auront 3 fois le matin et 3 fois le soir une ligne directe Gex-Divonne-Nyon. Et une autre ligne qui est très très attendue, c'est la 814 qui se dédouble. Et dorénavant, depuis Divonne, il y aura une offre à la demi-heure pour Coppet, ce qui va désengorger les bus actuels qui ont dû être supplémentés par des petits bus, etc. Donc maintenant, l'offre sera à la demi-heure. Une offre nocturne créée, une offre diurne augmentée, et tout ça, c'est bon pour les 4 prochaines années. Oui, tout à fait. Donc, les contrats sont signés pour 4 ans. Donc, pour l'instant, ça va être figé pour 4 ans, mais on n'exclut pas justement d'augmenter encore cette offre dans le futur, par exemple, pour l'offre nocturne, par exemple, associée le jeudi soir. L'hiver arrive, et il est grand temps de profiter de toutes les animations pour la Dôle et la station des Rousses. L'ouverture des pistes est prévue pour le 7 décembre. On en parle avec vous, Jean-Sébastien Lacroix. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous nous disiez en préparant cette émission que vous vivez finalement sur une véritable montagne russe. Tout le monde attendait des nouveautés pour cet hiver. Il y en a, donc rassurez-vous à la maison. Mais vous avez dû renoncer à 2 nouvelles pistes. Expliquez-nous. En fait, effectivement, c'est un dossier en rebondissement depuis plusieurs années. Donc, ce grand projet de liaison entre le massif de la Dôle et le massif des Tuffes devait voir le jour pour cet hiver. Et malheureusement, on a eu un recours au tribunal qui a fait que ça a prolongé les délais. On a dû négocier avec l'association France Nature Environnement, puisqu'on a dû revoir un petit peu notre copie, un projet qui est trop impactant à leur goût. Donc on a négocié avec cette association et pour finir, l'essentiel du projet a été sauvegardé puisqu'on arrivera à faire les liaisons entre la Dôle et les Tuffes avec le nouveau télésiège, donc le nouveau téléporté. On va pouvoir remplacer également le TSS des Jouvencelles par un 6 places débrayables. Et puis bien sûr, le parking et le bâtiment d'accueil au Pied de la Dôle vont pouvoir se faire également. Malheureusement, pour cet hiver, ils ne seront pas réalisés. Donc le projet est retardé. J'imagine que ce qu'on vous reprochait finalement, c'était trop de défrichement. Oui, en gros, c'est ça. Les parties de pistes, les pistes supplémentaires qu'on doit faire impactaient en termes de défrichement beaucoup l'environnement. Et puis,
Du coup, en fait, c'est je dirais 60% des défrichements qui ont été abandonnés pour notre projet. Du coup, pour vous, perdre ces 2 pistes, qu'est-ce que ça change? Comment ça vous impacte finalement? C'était un projet qui était très cohérent au départ, puisque en fait, en créant cette remontée, on avait besoin de créer du ski supplémentaire. Donc effectivement, ces pistes vont un petit peu manquer, je dirais. Pour autant, on travaille déjà sur d'autres perspectives pour pouvoir améliorer, je dirais, la situation. Ce qui est dommageable surtout, c'est qu'on avait une piste qui était prévue pour tout ce qui était compétition, entraînement des ski clubs. Et cette piste-là ne va pas pouvoir se faire. Ça engendre quelques problèmes de sécurité, mais on va trouver une solution. Des pistes prévues également pour les JOJ de Lausanne? Alors pas sur notre secteur, en fait, c'est sur donc, le stade du SNSN, effectivement. Donc on va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse du 9 au 22 janvier sur la station des Rousses. Donc tout est en œuvre, hein. Le tremplin a été réalisé, les pistes sont prêtes, voilà, on n'attend plus que je dirais encore un petit peu de neige pour pouvoir assurer l'événement, mais en tout cas une grande fête qui se profile avec de nombreuses animations pendant toute la durée des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'aimerais revenir justement à ce retard qui impacte forcément vos comptes. C'est la 4e année que vous provisionnez vos chiffres dans le rouge. Comment vous gérez la situation au niveau financier? C'est vrai que nous, en termes de résultats, depuis qu'on a repris la Dole, on savait que c'était un massif qui était déficitaire. Et tant qu'on n'avait pas fait ces travaux de liaison avec une nouvelle tarification, on savait qu'on allait perdre de l'argent. Donc effectivement, on était parti sur 2 années au départ. Là, ça va faire que 4 années. Donc effectivement, nous, nos résultats s'en trouvent, je dirais, amoindris. Ce qui ampute un petit peu une partie en fait, de notre possibilité d'investissement. Donc on est obligé de voir nos investissements légèrement à la baisse. Et puis également, l'entreprise faisant moins de résultats, les salariés, du coup, ont également moins de primes à la fin de l'année. Donc, on est content que le projet puisse se réaliser parce que c'est un aboutissement. Pour autant, on est frustré parce qu'on a perdu beaucoup trop de temps sur ce dossier. Et j'ai envie de dire, ça c'est fait puisque à présent le délai de recours est passé. Vous pouvez donc souffler. Et côté suisse aussi, la refonte du parking et l'édification du bâtiment d'accueil Lapin Blanc est toujours maintenue. Quelles sont les échéances dans une année? Et bien là, on va pouvoir attaquer les travaux puisqu'on a toutes les autorisations. Donc on va voir si on peut déjà nous faire une partie des défrichements avant cet hiver. Ça devrait être possible. Et après, dès le printemps, les travaux vont pouvoir commencer pour que des travaux qui seront opérationnels pour la saison prochaine, pour l'hiver 2020-2021. Donc on attend la neige, histoire de l'appeler un peu justement. Qu'est-ce qu'on pourra faire cet hiver sur les pistes? On a déjà les domaines nordiques qui ont été ouverts depuis 2 semaines maintenant, donc voir les chutes de neige qui sont prévues pour ce week-end, si ça nous permettra de maintenir en tout cas le ski nordique et commencer à préparer les pistes de ski alpin. Après, on a toujours de nombreuses animations qui sont prévues sur la station, notamment pendant les vacances, et puis toujours l'accueil de nombreuses compétitions, de nombreux événements sur la station. Donc ça va encore bien bouger pour cet hiver. Voilà, on sait que le projet, une fois qu'il sera réalisé, ça va complètement modifier le domaine skiable et ça tant mieux pour tous nos clients suisses et français qui pourront vraiment bénéficier des 2 côtés de la montagne, comme on dit. Vous parliez justement tout à l'heure de l'événement phare de cet hiver, les Jeux Olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 qui se dérouleront du 9 au 22 janvier. Quelle compétition est-ce que vous organisez du côté des TUF? Parce qu'il faut savoir que cette manifestation, cette année, est jonglée sur plusieurs endroits. Donc sur les TUF, qu'est-ce qu'on pourra voir? Alors sur le domaine des TUF, les compétitions qui seront organisées, ce sont les compétitions de saut, de combiné nordique et de biathlon. Donc je crois qu'on a une douzaine de jours de compétition sur l'ensemble des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc ça va prendre beaucoup de temps et je pense qu'on va accueillir beaucoup de monde. On a déjà environ 6000 scolaires qui sont prévus sur le site, en plus des autres populations qui seront bienvenues bien sûr pendant ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Et j'imagine toutes les informations sur le site internet et l'ouverture prévue au 7 décembre. C'est ça, on attend encore quelques chutes de neige, mais sinon tout est prêt et on vous attend avec plaisir. Avec plaisir de s'y retrouver sur les pistes, donc Jean-Sébastien Lacroix, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Selon Greenpeace, Generali doit enfin sortir du charbon. Mardi matin, 5 militants ont mené une action d'information et de sensibilisation auprès des employés de la filiale nyonnaise de Generali. Une action qui s'inscrit dans le cadre d'une série de manifestations similaires menées dans plusieurs pays européens. L'objectif, exiger que l'entreprise rompe définitivement ses liens avec l'industrie du charbon, notamment en Tchéquie et en Pologne.
On est là aujourd'hui pour rappeler à Generali ses engagements pris l'an dernier en matière de sortie du charbon. L'entreprise avait annoncé un plan charbon qui était très ambitieux et qui suivait en fait les objectifs de l'accord de Paris. Malheureusement, depuis, on voit que l'entreprise garde des liens d'affaires avec des entreprises qui sont très problématiques pour le climat, notamment PGE en Pologne et CEZ en Tchéquie, qui continuent d'utiliser du charbon et notamment du charbon brun pour produire de l'électricité. On est en train de distribuer des flyers aux personnes qui travaillent ici pour qu'elles soient au courant de ce qui se passe dans leur entreprise et peut-être qu'elles puissent passer le message. Un message que vous avez souhaité également transmettre à la direction, comment ça s'est passé? Alors, on a essayé de remettre une lettre à la direction. On a une responsable des ressources humaines qui est venue prendre la lettre très gentiment et qui nous a dit qu'elle allait la transmettre à la direction de l'entreprise ainsi qu'aux différentes personnes acquis de droit. Il faut savoir que cette action rentre dans le cadre d'une série d'actions qui ont été menées à travers toute l'Union européenne et qui fait qu'à plusieurs reprises, les responsables de l'assurance Generali ont été interpellés sur ce sujet ces dernières semaines. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que le message de la société civile soit porté et dise vraiment à cette assurance qu'il faut en terminer avec le charbon. Mais est-ce que la parole de Greenpeace finalement représente toute la société civile? Au regard de ce qui se passe aujourd'hui avec les grèves du climat, avec les nouveaux mouvements climatiques, avec le virage vert observé lors des élections fédérales, on estime que oui, une grande partie de la population aujourd'hui s'inquiète de la situation qui est liée au climat. Le climat est une chose qui me tient à cœur et du coup je trouve important que des grands acteurs qui ont du poids comme Generali prennent des responsabilités et puis qu'il y ait vraiment un engagement concret et pas juste sur le papier, même si pour l'instant il y a déjà des mesures qui ont été prises. Je pense que la différence d'opinion et de point de vue entre notre organisation et une assurance comme Generali, elle est essentiellement sur le rythme auquel il faut sortir des énergies fossiles. Pour nous, ce rythme aujourd'hui n'est pas suffisant et il faut vraiment accélérer les efforts pour pouvoir enfin se passer du charbon, puis plus tard du pétrole et du gaz. Du coup, quel rythme a entrepris Greenpeace? Quelles sont les actions concrètes qu'elle a menées? Écoutez, nous, on interpelle les entreprises, on interpelle les États, les gouvernements. En l'occurrence, pour le cas de Generali, c'est un dialogue, c'est-à-dire que quand en novembre 2018, Generali a annoncé ses nouvelles lignes directrices sur le climat, on les a félicités. Sauf erreur, le communiqué de presse de Generali en Italie avait même une citation de quelqu'un de Greenpeace. Donc on est prêt à collaborer avec ces entreprises, ou en tout cas à les accompagner dans le processus. Mais effectivement, quand il y a quelque chose qui nous déplaît, quand on voit qu'il y a un paradoxe ou quelque chose où ça coince, c'est notre responsabilité en tant que Greenpeace de faire un peu des actions un peu coup de poing comme ce matin ou comme d'autres actions qui ont été menées notamment à l'Assemblée générale de Generali. Le but, c'est vraiment de pousser ces entreprises-là à concrétiser les engagements qu'elles ont pris auparavant. De son côté, Generali nous a répondu ne pas être disponible pour une interview, mais a souhaité répondre par communiqué écrit que le groupe n'investira pas dans de nouveaux clients consommant du charbon et qu'il procédera au désinvestissement de 2 milliards d'euros d'actifs liés au charbon, dont son portefeuille du côté des assurances. La ville de Nyon a remis lundi soir ses mérites citoyens, une distinction honorifique remise par la municipalité chaque année depuis 5 ans. Le CRU 2019 a récompensé 2 Nyonnais particulièrement engagés dans la vie associative ou politique de la ville, André Rosé et Alexandre Legrain. Nous avions un candidat, André Rosé, qui était une évidence pour l'ensemble du jury, vu le nombre d'années qu'il a passé au service de la ville de Nyon dans son ensemble, que ce soit pour des événements sportifs, pour aider les handicapés ou simplement pour animer la ville de Nyon. Et puis en même temps, c'était les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant et nous avions envie de mettre en évidence un jeune qui s'engage beaucoup pour la région et c'est Alexandre Legrain. Qu'est-ce que ça fait quand on a 20 ans de recevoir cette distinction ? C'est un très grand honneur. Moi, je suis très reconnaissant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui reçoivent ce prix et je crois que je suis l'un des plus jeunes. Alors voilà, ça récompense un travail personnel, donc je suis assez content de ça et je suis très reconnaissant pour toutes les personnes qui m'ont attribué ce prix. André Rosé, c'est vraiment vraiment une récompense du travail accompli. C'est vraiment une récompense pour quelqu'un qui s'est engagé. Et puis c'est aussi un message pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir cet engagement d'une aussi longue durée. Quand on fait un événement marquant ou qu'on crée quelque chose pour la ville de Nyon de marquant, on peut aussi recevoir ce prix du mérite citoyen. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir le mérite citoyen de la ville de Nyon ?
Bon, alors en ce moment, j'ai encore un bouillonnement à l'estomac, là, ça sert, parce qu'évidemment que c'est quand même un certain honneur. J'ai un peu l'habitude de certains mérites, mais je dois dire que celui-là, il fait vraiment chaud au cœur, là. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce diplôme du mérite citoyen? Alors j'en ai pas mal à la maison, c'est vrai, dans mon bureau. Ma femme vous dira que j'ai pas mal de chenilles, mais je sais pas exactement, mais je pense qu'il aura une bonne place dans mon appartement. Ça, c'est une certitude. Vous allez en faire quoi de ce prix? Je vais le mettre dans ma chambre avec beaucoup de fierté sur ma bibliothèque. Voilà. L'association Nice Future lance un projet de fondation pour le vivant avec des peuples d'Amazonie. Réunis ce jeudi matin pour une conférence publique, la fondation présente son projet et ses objectifs. Le but, incarner un nouveau projet de civilisation en collaborant avec des peuples d'Amazonie. L'association présente 2 plans d'action priorisant la sauvegarde des espaces vierges et des forêts primaires et en rachetant des terres pour les générations futures via des fonds publics. En parallèle, la mise en place en Europe et chez des peuples premiers des lieux proposant des alternatives de vie. On termine avec le bon plan du côté de Saint-Cergue, la brocante Artipus, une sympathique alternative au Black Friday qui aura lieu demain et de quoi dénicher peut-être vos futurs cadeaux de Noël. Nous sommes à Saint-Cergue, en face de la gare, dans la petite brocante Artipus, qui est une brocante solidaire. Alors c'est une des dernières, si ce n'est la dernière brocante de la région, et vous faites en plus une distinction entre les brocantes, les brocanteurs et les antiquaires. Alors oui, il y a une grande différence. L'antiquaire, lui, il va faire des expertises, il va prendre des meubles de style, il va faire des choses à des prix qui défient toute concurrence dans le haut. Tandis que nous, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de lutter contre le gaspillage en récupérant du matériel et en essayant d'avoir des prix corrects, des prix assez bas où tout le monde peut venir acheter, quoi. Alors comme vous le dites, hein, c'est pas parce que vous êtes une brocante qu'il n'y a pas des belles choses. Il faut venir chiner, il faut avoir ce lien social et c'est justement pour ça que vous avez transformé votre boutique en une association. Alors on a créé une association, on est une douzaine de personnes, on a un comité et en fait on fait travailler des dames ou des hommes qui sont principalement à la retraite et en fait ça leur permet de garder un lien social, c'est-à-dire qu'ils ont, j'ai une dame par exemple tous les jeudis elle vient, elle est heureuse parce qu'en fait elle a des petites copines qui viennent et tout. Et en fait, elle voit du monde. Ça permet aussi de lutter contre la solitude à certaines personnes. Et voilà, donc la moyenne d'âge des vendeurs et des vendeuses, elle est plus haute que 65 ans. Hein. Et on a quelques jeunes maintenant qui viennent aussi nous aider. C'est très sympa. Donc un lieu qui lutte contre le gaspillage, un lieu qui est là pour créer du lien social. Et justement, cette dame qui s'occupe de cette brocante les jeudis est avec nous. Qu'est-ce que vous venez trouver ici ? Eh bien, c'est surtout effectivement le lien social et puis le fait de rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas autrement. Et aussi le fait de donner un peu de son temps et de faire, pas de faire du social dans le sens du terme, mais d'être là, d'être aussi là pour parler, pour échanger des idées, pour aider les personnes à trouver des objets qu'ils cherchent. Donc, c'est formidable. Le but du magasin, c'est déjà de récupérer du matériel que les gens, au lieu de les mettre à la déchetterie, on peut les récupérer. Donc là, je lance aussi un appel s'il y a des gens qui ont des belles choses, hein, pas cassées, pas abîmées, on peut aller les chercher, on peut même se déplacer dans la région. Maintenant, il y a plus tellement de brocantes dans la région, donc on va jusqu'à Nyon, même à Genève. Dans la région, j'ai pas mal de Français qui adorent ce magasin qui amène aussi des choses. Donc ça, c'est un des premiers objectifs, ça lutte du gaspillage. Et puis la suite, justement, on a créé cette association pour pouvoir avoir un statut, je dirais, officiel. Et ça nous permet justement d'avoir un comité, d'avoir quelque chose d'une structure. Et autour, ces dames ou ces messieurs qui tournent avec nous, on a la chance d'avoir un électricien à la retraite qui travaille sur tous les objets électriques, il les répare, il adore ça, il les bricole. On a des bricoleurs qui nous feront les meubles. Et c'est toutes ces personnes, et puis on fait de temps en temps une réunion, et puis
Voilà, il y a une ambiance géniale. Si on veut vous supporter, vous amener des choses, comment on fait? On vient directement au magasin? Alors oui, ou alors j'ai mon téléphone, ils peuvent m'appeler. On a fait également une carte de pas une carte de fidélité, on a fait ça. C'est en fait une carte de soutien qu'on a fait. Et cette carte de soutien, les gens peuvent, en nous donnant une certaine somme, à partir de 50 francs, ils ont 5%. Et puis celui qui donne 1000 francs, ben, il a 50%. Le reste de l'actualité sera sportive. On parle uni-hockey avec le UHC Benien. Au programme, les championnats du monde de uni-hockey féminin qui se dérouleront en Suisse romande fin décembre, mais aussi plusieurs manifestations pour le club UHC Benien. On en parle avec Jonas Sigrist, président du UHC. À vos côtés, Kenneth Tracy, joueur de la première. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Bonjour. Jonas, rappelez-nous quelle est déjà l'histoire du club. L'histoire du club, c'est une histoire qui a plus de 20 ans maintenant. Il a démarré en 96 avec une équipe. Et puis, pour arriver à une situation actuelle où on a 8 équipes, 4 équipes en championnat, plus de 120 membres. Donc, une belle histoire avec toujours un esprit club et des gens, un village qui suit ça aussi derrière. Votre club, on peut le dire, hein, c'est l'un des plus vieux clubs de Suisse romande. Votre objectif, c'est aussi finalement de promouvoir le uni-hockey. Pourquoi? Comment est-ce que ça passe finalement? La promotion, elle est simple. C'est parce que tout simplement, c'est un sport comment on dit, qui peut être pratiqué par tout le monde. Parce qu'il y a besoin de peu de matériel. Et puis qui demande plusieurs qualités, qui allient la qualité technique, la vitesse, la rapidité, l'endurance. On voit là, avec des jeunes sur l'écran, des équipes là, de nos juniors D. Là, on a la 2 qui joue d'ailleurs. C'est un sport assez rapide, assez tactique. Et puis, en fait, point de vue matériel, pas besoin de grand-chose. Juste une canne, et puis un short, un t-shirt, basket, et puis on peut jouer. Pas besoin de protection? Uniquement le gardien. Le gardien, on le voit aussi là, sur des images. Il a un casque, un plastron, un petit peu pour être protégé quand même, parce que quand la balle part, ça va assez vite, surtout quand c'est des gars comme eux, la une, ça va vite. Et les gants ne sont pas obligatoires, je crois. Là, c'est aussi à son choix. Non, c'est pas obligatoire. Ouais. Ça peut être assez violent. Non, ça va. Ils ont peut-être les mains rouges des fois, mais ça arrête là. Mais c'est tout, parce que l'une des règles du jeu, c'est justement qu'il n'y a pas de contact. Alors, il n'y a pas de contact. Il y a des contacts, mais c'est très léger. On compare souvent le uni-hockey, le hockey. Les bandes sont très basses. On a des petites bandes. Hein. Mais qu'est-ce qui fait la différence, du coup, entre les deux? La différence principale, elle est qu'on n'a pas le droit de taper la canne de l'adversaire. On n'a pas le droit, on joue épaule contre épaule, hein, un petit peu physique quand même. Mais on n'a pas le droit de pousser, on n'a pas le droit d'aller... les body checks et tout ça, ouais. Ça, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qui vous plaît à vous particulièrement dans ce sport? La rapidité, ça va très vite. On peut vite passer de défense en attaque. Ça va très très vite, ouais. Et puis l'explosivité, surtout ça. Ouais, plus de 100 km/h la balle, c'est ça? Oui, il y en a, ça va bien plus que ça. Bien plus, ouais. Je ne sais pas, là, tu sais plus que moi. Je pense chez les professionnels, ça va 160, 180. Vous n'avez pas calculé votre vitesse? Non, jamais. À savoir s'il y a un radar ou pas. Le monde du uni-hockey, vous nous disiez, hein, c'est un grand monde, mais finalement très peu connu en Suisse. Ça va? Qu'est-ce qui fait la différence, justement? En fait, c'est peu connu et peu médiatisé en Suisse romande, surtout. Comme je le disais, il y a 33 000 licenciés, hein, plus de 33 000 licenciés en Suisse. C'est le troisième sport en termes de licenciés au niveau national, après le foot et le volley. Et en Suisse romande, c'est 3 000 licenciés sur les 33 000, donc il y a encore de la marge de progression pour le développement du uni-hockey en Suisse romande. Et du coup, votre club dans tout ça, comment est-ce qu'il se porte, l'UHC Benien? Alors l'UHC Benien, il se porte très bien. On a la chance d'avoir beaucoup d'équipes, d'avoir un village qui soutient, du public, d'avoir aussi beaucoup de parents. Depuis que le mouvement junior a été créé aussi, et puis qu'on a des juniors en championnat, ça crée une dynamique où les parents viennent aussi aux journées, etc. On a beaucoup de journées organisées déjà dans le village, donc ça, c'est pas comme au foot. Là, on joue toutes les 3 semaines, un mois, où toutes les équipes du championnat viennent jouer dans le village du organisateur. Parlez-nous un petit peu peut-être de ces journées où tout le monde vient pour jouer. Comment ça se passe? Pendant cette journée, on a 2 matchs. Chaque équipe joue 2 matchs. Puis on se retrouve tous à un lieu. Donc les 10 équipes dans le championnat se retrouvent. Et puis c'est une occasion aussi de regarder un peu les autres équipes, ce qu'elles font. Puis un peu d'analyser pour notre prochaine rencontre contre eux.
Qu'est-ce que vous avez justement en ligne de mire peut-être? Qui sont vos concurrents Notre objectif cette saison, c'est surtout de finir dans le top 3. Donc on regarde surtout les équipes qui sont dans le haut du classement. Donc les équipes comme Prévranche. Et là, à l'image là, ouais, c'est un powerplay. Noir et bleu, évidemment. Exactement, oui, comme le maillot que j'ai là. Ouais. Donc là, on voit un powerplay qu'on travaille aussi beaucoup à l'entraînement. Là, c'est un penalty, ouais. On a pu voir. Et le but est bon. Et les filles dans tout ça, finalement, puisque vous avez une équipe féminine, on parlait tout à l'heure des championnats du monde, les filles aussi jouent au uni-hockey. Oui, c'était un petit peu le parent pauvre dans notre club, mais dans beaucoup de clubs. Et pour la Suisse romande en général, qui ont des dérogations pour que les filles puissent jouer dans des ligues plus élevées, nous, on a décidé... Parce qu'il y a un âge limite, au fait, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, les équipes ne peuvent plus être mixtes. Exactement. Et puis, on s'est dit, déjà, on a beaucoup de juniors, de jeunes filles qui jouent dans les D, dans les C, et puis, quand je dis beaucoup, il y en a quelques-unes, mais simplement que sur la vie du club, on en a perdu beaucoup aussi, parce qu'à partir de 15-16 ans, elles ne veulent plus forcément jouer en mixte, et elles n'ont plus forcément la possibilité de le faire. Alors on s'est dit, on lance ça pour cette saison. Il n'y a pas de championnat, c'est amateur, mais ça donne l'opportunité aussi de garder les gens au sein du club, les jeunes filles qui voudraient continuer, et puis d'évoluer dans un cadre plus féminin. Et puis je pense que c'est bien. Et l'occasion a été aussi parce qu'il y a les championnats du monde de uni-hockey féminin à Neuchâtel, et puis ça, tout était un peu lié pour en faire la promotion cette année. Et puis après 2 mois qu'on a monté l'équipe, elle est déjà complète, donc un joli succès. Kenneth, vos prochains matchs, quand est-ce qu'on pourra vous voir? Ils se déroulent en janvier. On a un match de coupe vaudoise et puis un match de championnat. Donc, ça arrive bientôt. Jonas, d'autres dates pour le club, justement, à nous communiquer? Plusieurs événements aussi, je crois. Oui, on a plusieurs événements. De tête, le prochain événement, c'est dimanche 7 décembre. Il y a le tournoi populaire. On organise là avec l'ensemble des clubs, des gens qui sont non licenciés principalement, pour venir s'amuser. C'est un peu la fête du club. Et puis, après, en janvier, on reprend les journées de championnat. Il y a le 18 janvier, la 2 qui joue, je crois. Une journée... Non, c'est les juniors C, pardon. Après, on a le 1er février, on a les juniors E, les tout petits, qui font une sorte de tournoi, ça s'appelle le Kids Challenge. Le lendemain, c'est la 2 qui joue le 2 février. Et puis après, on a le 28 mars, les juniors D, qui font aussi leur journée de championnat ici. Entre-temps, toutes les équipes vont jouer à l'extérieur, bien sûr. Donc ici, je travaille votre cerveau plutôt que vos passements de jambes. C'est le plus dur, c'est les dates. Merci d'avoir été avec nous. Toutes les informations peut-être sur un site internet du UHC Benien? Exactement, uhcbenien.ch. Et puis toutes les informations sont dessus, des événements, etc. Et puis n'hésitez pas à venir regarder, parce que c'est des journées où on voit beaucoup d'équipes. Et puis c'est assez intéressant. Jonas Kenneth, merci d'avoir été avec nous. L'appel est donc lancé à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.